Balzac. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scènes de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scènes de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scènes de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 2. Édition eBooks France. www.ebooksfrance.com. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scènes de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 41. Comme un sanglier, défiant comme un Vénitien, jaloux comme un mort, et vivant en très bonne intelligence. Avec Monsieur du Raoteoui, autrement dit Francis, l'ami de la maison. Madame de Sénonches, Zéphirine, était grande et belle, mais couperosée déjà par une certaine ardeur de foi qui la faisait passer pour une femme exigeante. Sa taille fine, ses délicates proportions lui permettaient d'avoir des manières langoureuses qui sentaient l'affectation, mais qui peignaient la passion et les caprices. Toujours satisfait d'une personne aimée. Francis était un homme assez distingué, qui avait quitté le consulat de Valence et ses espérances dans la diplomatie, pour venir vivre à Angoulême auprès de Zéphirine, dite aussi Zizine. L'ancien consul prenait soin du ménage, faisait l'éducation des enfants, leur apprenait les langues étrangères, et dirigeait la fortune de Monsieur et de Madame de Sénonches avec un entier dévouement. L'Angoulême noble, l'Angoulême administratif, l'Angoulême bourgeois avait longtemps glosé sur la parfaite unité de ce ménage en 3 personnes, mais, à la longue, ce mystère de trinité conjugale parut si rare et si joli, que M. du Raoteoui eût semblé prodigieusement immoral s'il avait fait mine de se marier. Quand Jacques chassait aux environs, chacun lui demandait des nouvelles de Francis, et il racontait les petites indispositions de son intendant, volontaire en lui donnant le pas sur sa femme. Cet aveuglement paraissait si curieux chez un homme jaloux, que ses meilleurs amis s'amusaient à le faire poser, et l'annonçaient à ceux qui ne connaissaient pas le mystère, afin de les amuser. Monsieur du Raoteoui était un précieux dandy dont les petits soins personnels avaient tourné à la mignardise et à l'enfantillage. Il s'occupait de sa toux, de son sommeil, de sa digestion et de son manger. Zéphirine avait amené son factotum à faire l'homme de petite santé, elle le ouatait, l'embéguinait, le médicinait, elle l'empâtait de mets choisis comme un bichon de marquise, elle lui ordonnait ou lui défendait tel ou tel aliment, elle lui brodait des gilets, des bouts de cravate, et des mouchoirs, elle avait fini par l'habituer à porter de si jolies choses qu'elle le métamorphosait en une sorte d'idole japonaise. Leur entente était d'ailleurs sans mécompte, Zizine regardait à tout propos Francis, et Francis semblait prendre ses idées dans les yeux de Zizine. Ils blâmaient, ils souriaient ensemble, et semblaient se consulter pour dire le plus simple bonjour. Le plus riche propriétaire des environs, l'homme envié de tous, Monsieur le marquis de Pimentel et sa femme, qui réunissaient à eux 40 000 livres de rente, et passaient l'hiver à Paris, vinrent de la campagne en calèche avec leurs voisins, Monsieur le baron et Madame la baronne de Rastignac, accompagnés de la tante de la baronne, et de leur fille, 2 charmantes jeunes personnes, bien élevées, pauvres, mais mises avec cette simplicité qui fait en valoir les beautés naturelles.
Ces personnes, qui certes étaient l'élite de la compagnie, furent reçues par un froid silence et par un respect plein de jalousie, surtout quand chacun vit la distinction de l'accueil que leur fit Madame de Bargeton. Ces deux familles appartenaient à ce petit nombre de gens qui, dans les provinces, se tiennent au-dessus des commérages, ne se mêlent à aucune société, vivent dans une retraite silencieuse et gardent une imposante dignité. Monsieur de Pimentel et Monsieur de Rastignac étaient appelés par leur titre, aucune familiarité ne mêlait leurs femmes ni leurs filles à la haute coterie d'Angoulême, ils approchaient trop la noblesse de cour pour se commettre avec les niaiseries de la province. Le préfet et le général arrivèrent les derniers, accompagnés du gentilhomme campagnard qui, le matin, avait apporté son mémoire sur les vers à soie chez David. C'était sans doute quelque maire de canton, recommandable par de belles propriétés, mais sa tournure et sa mise trahissaient une désuétude complète de la société. Il était gêné dans ses habits, il ne savait où mettre ses mains, il tournait autour de son interlocuteur en parlant, il se levait et se rasseyait pour répondre quand on lui parlait, il semblait prêt à rendre un service domestique, il se montrait tour à tour, obséquieux, inquiet, grave, il s'empressait de rire d'une plaisanterie, il écoutait d'une façon servile, et parfois il prenait un air sournois en croyant qu'on se moquait de lui. Plusieurs fois dans la soirée, oppressé par son mémoire, il essaya de parler vers à soie, mais l'infortuné Monsieur de Séverac tomba sur Monsieur de Barthaz qui lui répondit musique et sur Monsieur de Saintot qui lui cita Cicéron. Vers le milieu de la soirée, le pauvre maire finit par s'entendre avec une veuve et sa fille. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Et quatrièmement, illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 42. Madame et Mademoiselle du Brossard qui n'étaient pas les deux figures les moins intéressantes de cette société. Un seul mot dira tout, elles étaient aussi pauvres que nobles. Elles avaient dans leur mise, cette prétention à la parure qui révèle une secrète misère. Madame du Brossard vantait fort maladroitement et à tout propos sa grande et grosse fille, âgée de 27 ans, qui passait pour être forte sur le piano, elle lui faisait officiellement partager tous les goûts des gens à marier, et, dans son désir d'établir sa chère Camille, elle avait dans une même soirée prétendu que Camille aimait la vie errante des garnisons, et la vie tranquille des propriétaires qui cultivent leurs biens. Toutes deux, elles avaient la dignité pincée, aigre douce des personnes que chacun est enchanté de plaindre, auxquelles on s'intéresse par égoïsme, et qui ont sondé le vide des phrases consolatrices par lesquelles le monde se fait un plaisir d'accueillir les malheureux. Monsieur de Séverac avait 59 ans, il était veuf et sans enfant, la mère et la fille écoutèrent donc avec une dévotieuse admiration les détails qu'il leur donna sur ses magnaneries. Ma fille a toujours aimé les animaux, dit la mère. Aussi, comme la soie que font ces petites bêtes intéresse les femmes, je vous demanderai la permission d'aller à Séverac montrer à ma Camille comment ça se récolte. Camille a tant d'intelligence qu'elle saisira sur le champ tout ce que vous lui direz. N'a-t-elle pas compris un jour la raison inverse du carré des distances? Cette phrase termina glorieusement la conversation entre Monsieur de Séverac et Madame du Brossard. Après la lecture de Lucien, quelques habitués se coulèrent familièrement dans l'assemblée, ainsi que 2 ou 3 fils de famille. Timides, silencieux, parés comme des chasses, heureux d'avoir été conviés à cette solennité littéraire. Toutes les femmes se rangèrent sérieusement en un cercle derrière lequel les hommes se tinrent debout. Cette assemblée de personnages bizarres, aux costumes hétéroclites, aux visages grimés, devint très imposante.
pour Lucien, dont le cœur palpita quand il se vit l'objet de tous les regards. Quelque hardi qu'il fût, il ne soutint pas facilement cette première épreuve, malgré les encouragements de sa maîtresse, qui déploya le faste de ses révérences et ses plus précieuses grâces en recevant les illustres sommités de l'Angoumois. Le malaise auquel il était en proie fut continué par une circonstance facile à prévoir, mais qui devait effaroucher un jeune homme encore peu familiarisé avec la tactique du monde. Lucien, tout yeux et toute oreille, s'entendait appeler Monsieur de Rubempré par Louise, par Monsieur de Bargeton, par l'évêque, par quelque complaisant de la maîtresse du logis, et Monsieur Chardon par la majorité de ce redouté public. Intimidé par les œillades interrogatives des curieux, il pressentait son nom bourgeois au seul mouvement des lèvres. Il devinait les jugements anticipés que l'on portait sur lui avec cette franchise provinciale, souvent un peu trop près de l'impolitesse. Ces continuels coups d'épingle inattendus le mirent encore plus mal avec lui-même. Il attendit avec impatience le moment de commencer sa lecture, afin de prendre une attitude qui fît cesser son supplice intérieur, mais Jacques racontait sa dernière chasse à Madame de Pimentel, Adrien s'entretenait du nouvel astre musical, de Rossini, avec Mademoiselle Laure de Rastignac, Astolphe qui avait appris par cœur dans un journal la description d'une nouvelle charrue en parlait au baron. Lucien ne savait pas, le pauvre poète, qu'aucune de ses intelligences, excepté celle de Madame de Bargeton, ne pouvait comprendre la poésie. Toutes ces personnes, privées d'émotion, étaient accourues en se trompant elles-mêmes sur la nature du spectacle qui les attendait. Il est des mots qui, semblables aux trompettes, aux cymbales, à la grosse caisse des saltimbanques, attirent toujours le public. Les mots beauté, gloire, poésie, ont des sortilèges qui séduisent les esprits les plus grossiers. Quand tout le monde fut arrivé, que les causeries eurent cessé, non sans 1000 avertissements donnés au interrupteur par Monsieur de Bargeton, que sa femme envoya comme un Suisse d'église qui fait retentir sa canne sur les dalles, Lucien se mit à la table ronde, près de Madame de Bargeton, en éprouvant une violente secousse d'âme. Il annonça d'une voix troublée que, pour ne tromper l'attente de personne, il allait lire les chefs-d'œuvre récemment retrouvés d'un grand poète inconnu. Quoique les poésies d'André de Chénier eussent été publiées dès 1819, personne, à Angoulême, n'avait encore entendu parler d'André de Chénier. Chacun voulut voir, dans cette annonce, un biais trouvé par Madame de Bargeton pour ménager illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre, scène de la vie de province. Et quatrièmement, illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 43. L'amour propre du poète et mettre les auditeurs à l'aise. Lucien lut d'abord Le jeune malade, qui fut accueilli par des murmures flatteurs, puis L'aveugle, poème que ses esprits médiocres trouvèrent long. Pendant sa lecture, Lucien fut en proie à l'une de ces souffrances infernales qui ne peuvent être parfaitement comprises que par d'éminents artistes, ou par ceux que l'enthousiasme et une haute intelligence mettent à leur niveau. Pour être traduite par la voix, comme pour être saisie, la poésie exige une sainte attention. Il doit se faire entre le lecteur et l'auditoire une alliance intime, sans laquelle les électriques communications des sentiments n'ont plus lieu. Cette cohésion des âmes manquait elle, le poète se trouve alors comme un ange essayant de chanter un hymne céleste au milieu des ricanements de l'enfer. Or, dans la sphère où se développe leur faculté, les hommes d'intelligence possèdent la vue circumspective du colimaçon, le flair du chien et l'oreille de la taupe. Ils voient, ils sentent,
ils entendent tout autour d'eux. Le musicien et le poète se savent aussi promptement admirés ou incompris, qu'une plante se sèche ou se ravive dans une atmosphère amie ou ennemie. Les murmures des hommes qui n'étaient venus là que pour leurs femmes, et qui se parlaient de leurs affaires, retentissaient à l'oreille de Lucien par les lois de cette acoustique particulière, de même qu'il voyait les hiatus sympathiques de quelques mâchoires violemment entrebâillées, et dont les dents le narguaient. Lorsque, semblable à la colombe du déluge, il cherchait un coin favorable où son regard pût s'arrêter, il rencontrait les yeux impatientés de gens qui pensaient évidemment à profiter de cette réunion pour s'interroger sur quelques intérêts positifs. À l'exception de Laure de Rastignac, de 2 ou 3 jeunes gens et de l'évêque, tous les assistants s'ennuyaient. En effet, ceux qui comprennent la poésie cherchent à développer dans leur âme ce que l'auteur a mis en germe dans ses vers, mais ses auditeurs glacés, loin d'aspirer l'âme du poète, n'écoutaient même pas ses accents. Lucien éprouva donc un si profond découragement, qu'une sueur froide mouilla sa chemise. Un regard de feu lancé par Louise, vers laquelle il se tourna, lui donna le courage d'achever, mais son cœur de poète saignait de 1000 blessures. « Trouvez-vous cela bien amusant, Fifine ?» dit à sa voisine la sèche Lily qui s'attendait peu étradée. Tour de force. Ne me demandez pas mon avis, ma chère, mes yeux se ferment aussitôt que j'entends lire. J'espère que Naïs ne nous donnera pas souvent des vers le soir, dit Francis. Quand j'écoute lire après mon dîner, l'attention que je suis forcé d'avoir trouble ma digestion. Pauvre chat, dit Zéphirine à voix basse, buvez un verre d'eau sucrée. C'est fort bien déclamé, dit Alexandre, mais j'aime mieux le whist. En entendant cette réponse, qui passa pour spirituelle à cause de la signification anglaise du mot, quelques joueuses prétendirent que le lecteur avait besoin de repos. Sous ce prétexte, un ou deux couples s'esquivèrent dans le boudoir. Lucien, supplié par Louise, par la charmante Laure de Rastignac et par l'évêque, réveilla l'attention, grâce à la verve contre-révolutionnaire des iambes, que plusieurs personnes, entraînées par la chaleur du débit, applaudirent sans les comprendre. Ces sortes de gens sont influençables par la vocifération comme les palais grossiers sont excités par les liqueurs fortes. Pendant un moment où l'on prit des glaces, Zéphirine envoya Francis voir le volume, et dit à sa voisine Amélie que les vers lus par Lucien étaient imprimés. Mais, répondit Amélie avec un visible bonheur, c'est bien simple, monsieur de Rubempré travaille chez un imprimeur. C'est, dit-elle en regardant Lolotte, comme si une jolie femme faisait elle-même ses robes. Il a imprimé ses poésies lui-même, se dirent les femmes. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Et quatrièmement, illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 44. Pourquoi s'appelle-t-il donc alors monsieur de Rubempré, demanda Jacques. Quand il travaille de ses mains, un noble doit quitter son nom. Il a effectivement quitté le sien, qui était roturier, dit Zizine, mais pour prendre celui de sa mère, qui est noble. Puisque ces vers, en province on prononce verse, sont imprimés, nous pouvons les lire nous-mêmes. Dit Astolphe. Cette stupidité compliqua la question jusqu'à ce que Sixte du Châtelet eût daigné dire à cette ignorante assemblée que l'annonce n'était pas une précaution oratoire, et que ces belles poésies appartenaient à un frère royaliste du révolutionnaire Marie-Joseph Chénier. La société d'Angoulême, à l'exception de l'évêque, de Madame de Rastignac et de ses deux filles, que cette grande poésie avait saisie, se crut mystifiée et s'offensa de cette supercherie.
Un sourd murmure s'éleva, mais Lucien ne l'entendit pas sage. Isolé de ce monde odieux par l'enivrement que produisait une mélodie intérieure, il s'efforçait de la répéter, et voyait les figures comme à travers un nuage. Il lut la sombre élégie sur le suicide, celle dans le goût ancien où respire une mélancolie sublime, puis celle où est ce vers. Tes vers sont doux, j'aime à les répéter. Enfin, il termina par la suave idylle intitulée Néer. Plongée dans une délicieuse rêverie, une main dans ses boucles, qu'elle avait défrisées sans s'en apercevoir, l'autre pendant, les yeux distraits, seule au milieu de son salon, Madame de Bargeton se sentait, pour la première fois de sa vie, transportée dans la sphère qui lui était propre. Jugez combien elle fut désagréablement distraite par Amélie, qui s'était chargée de lui exprimer les vœux publics. Naïs, nous étions venus pour entendre les poésies de Monsieur Chardon, et vous nous donnez des vers imprimés. Quoique ces morceaux soient fort jolis, par patriotisme ces dames aimeraient mieux le vin du cru. Ne trouvez-vous pas que la langue française se prête peu à la poésie, dit Astolphe au directeur des contributions. Je trouve la prose de Cicéron 1000 fois plus poétique. La vraie poésie française est la poésie légère, la chanson, répondit du Châtelet. La chanson prouve que notre langue est très musicale, dit Adrien. Je voudrais bien connaître les verses, qui ont causé la perte de Naïs, dit Zéphirine, mais d'après la manière dont elle accueille la demande d'Amélie, elle n'est pas disposée à nous en donner un échantillon. Elle se doit à elle-même de les lui faire dire, répondit Francis, car le génie de ce petit bonhomme est sa justification. Vous qui avez été dans la diplomatie, obtenez-nous cela, dit Amélie à Monsieur du Châtelet. Rien de plus aisé, dit le baron. L'ancien secrétaire des commandements, habitué à ces petits manèges, alla trouver l'évêque et sut le mettre en avant. Prié par Monseigneur, Naïs fut obligé de demander à Lucien quelques morceaux qu'il sut par cœur. Le prompt succès du baron dans cette négociation lui valut un langoureux sourire d'Amélie. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Études demeure. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 45. Décidément ce baron est bien spirituel, dit-elle à Lolotte. Lolotte se souvenait du propos aigre doux d'Amélie sur les femmes qui faisaient elles-mêmes leur robe. Depuis quand reconnaissez-vous les barons de l'Empire? Lui répondit-elle en souriant. Lucien avait essayé de déifier sa maîtresse dans une ode qui lui était adressée sous un titre inventé par tous les jeunes gens au sortir du collège. Cette ode, si complaisamment caressée, embellie de tout l'amour qu'il se sentait au cœur, lui parut la seule œuvre capable de lutter avec la poésie de Chénier. Il regarda d'un air passablement fin Madame de Bargeton, en disant « à elle ». Puis il se posa fièrement pour dérouler cette pièce ambitieuse, car son amour-propre d'auteur se sentit à l'aise derrière la jupe de Madame de Bargeton. En ce moment, Naïs laissa échapper son secret aux yeux des femmes. Malgré l'habitude qu'elle avait de dominer ce monde de toute la hauteur de son intelligence, elle ne put s'empêcher de trembler pour Lucien. Sa contenance fut gênée, ses regards demandèrent en quelque sorte l'indulgence, puis elle fut obligée de rester les yeux baissés, et de cacher son contentement à mesure que se déployèrent les strophes suivantes. À elle, du sein de ces torrents de gloire et de lumière, où, sur des cistres d'or, les anges attentifs au pied de Jéhovah redisent la prière de nos astres plaintifs. Souvent un chérubin à chevelure blonde, voilant l'éclat de Dieu sur son front arrêté, laisse au parvis des cieux son plumage argenté.
et descend sur le monde. Il a compris de Dieu le bienfaisant regard. Du génie aux abois il endort la souffrance. Jeune fille adorée, il berce le vieillard. Dans les fleurs de l'enfance, il inscrit des méchants les tardifs repentirs. À la mère inquiète, il dit en rêve, espère. Et, le cœur plein de joie, il compte les soupirs qu'on donne à la misère. De ces beaux messagers un seul est parmi nous. Que la terre amoureuse arrête dans sa route. Mais il pleure, et poursuit d'un regard triste et doux la paternelle voûte. Ce n'est point de son front l'éclatante blancheur qui m'a dit le secret de sa noble origine, ni l'éclair de ses yeux, ni la féconde ardeur de sa vertu divine. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre, scène de la vie de province. Et quatrièmement, illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 46. Mais partant de lueur mon amour ébloui a tenté de s'unir à sa sainte nature. Et du terrible archange il a heurté sur lui l'impénétrable armure. Ah! Gardez, gardez bien de lui laisser revoir le brillant séraphin qui vers les cieux revole. Trop tôt il en saurait la magique parole qui se chante le soir. Vous les verriez alors, des nuits perçant les voiles, comme un point de l'aurore, atteindre les étoiles, par un vol fraternel. Et le marin qui veille, attendant un présage de leurs pieds lumineux montrerait le passage, comme un phare éternel. Comprenez-vous ce calembour, dit Amélie à Monsieur du Châtelet en lui adressant un regard de coquetterie. C'est des vers comme nous en avons tout plus ou moins fait au sortir du collège, répondit le baron d'un air ennuyé pour obéir à son rôle de jugeur que rien n'étonnait. Autrefois nous donnions dans les brumes ossianiques. C'étaient des Malvinas, des Fingals, des apparitions nuageuses, des guerriers qui sortaient de leur tombe avec des étoiles au-dessus de leur tête. Aujourd'hui, cette friperie poétique est remplacée par Jéhovah, par les sistres, par les anges, par les plumes des séraphins, par toute la garde-robe du paradis remise à neuf avec les mots immenses, infini, solitude, intelligence. C'est des lacs, des paroles de Dieu, une espèce de panthéisme christianisé, enrichi de rimes rares, péniblement cherchées, comme émeraude et fraude, aïeul et glaïeul, etc. Enfin, nous avons changé de latitude, au lieu d'être au nord, nous sommes dans l'Orient, mais les ténèbres y sont tout aussi épaisses. Si l'ode est obscure, dit Zéphirine, la déclaration me semble très claire. Et l'armure de l'archange est une robe de mousseline assez légère, dit Francis. Quoique la politesse voulut que l'on trouvât ostensiblement l'ode ravissante à cause de Madame de Bargeton, les femmes, furieuses de ne pas avoir de poète à leur service pour les traiter d'anges, se levèrent comme ennuyées, en murmurant d'un air glacial, très bien, joli, parfait. Si vous m'aimez, vous ne complimenterez ni l'auteur ni son ange, dit Lolotte à son cher Adrien d'un air despotique auquel il dut obéir. Après tout, c'est des phrases, dit Zéphirine à Francis, et l'amour est une poésie en action. Vous avez dit là, Zizine, une chose que je pensais, mais que je n'aurais pas aussi finement exprimée. Repartit Stanislas en s'épluchant de la tête aux pieds par un regard caressant. Je ne sais pas ce que je donnerais, dit Amélie à du Châtelet, pour voir abaisser la fierté de Naïs qui se fait traiter d'archange, comme si elle était plus que nous, et qui nous encanaille avec le fils d'un apothicaire, d'une garde malade, dont la sœur est une grisette, et qui travaille chez un imprimeur. Puisque le père vendait des biscuits contre les vers, dit Jacques, il aurait dû en faire manger à son fils. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes,
et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 47. Il continue le métier de son père, car ce qu'il vient de nous donner me semble de la drogue, dit Stanislas en prenant une de ses poses les plus agaçantes. Drogue pour drogue, j'aime mieux autre chose. En un moment chacun s'entendit pour humilier Lucien par quelques mots d'ironie aristocratique. Lily, là, femme pieuse, y vit une action charitable en disant qu'il était temps d'éclairer Naïs, bien près de faire une folie. Francis, le diplomate, se chargea de mener à bien cette sotte conspiration à laquelle tous ces petits esprits s'intéressèrent comme au dénouement d'un drame, et dans laquelle ils virent une aventure à raconter le lendemain. L'ancien consul, peu soucieux d'avoir à se battre avec un jeune poète qui, sous les yeux de sa maîtresse, enragerait d'un mot insultant, comprit qu'il fallait assassiner Lucien avec un fer sacré contre lequel la vengeance fut impossible. Il imita l'exemple que lui avait donné la droite du Châtelet quand il avait été question de faire dire des vers à Lucien. Il vint causer avec l'évêque en feignant de partager l'enthousiasme que l'ode de Lucien avait inspiré à sa grandeur, puis il le mystifia en lui faisant croire que la mère de Lucien était une femme supérieure et d'une excessive modestie, qui fournissait à son fils les sujets de toutes ses compositions. Le plus grand plaisir de Lucien était de voir rendre justice à sa mère qu'il adorait. Une fois cette idée inculquée à l'évêque, Francis s'en remit sur les hasards de la conversation pour amener le mot blessant qu'il avait médité de faire dire par Monseigneur. Quand Francis et l'évêque revinrent dans le cercle au centre duquel était Lucien, l'attention redoubla. Parmi les personnes qui déjà lui faisaient boire la ciguë à petits coups, tout à fait étranger au manège des salons, le pauvre poète ne savait que regarder Madame de Bargeton, et répondre gauchement aux gauches questions qui lui étaient adressées. Il ignorait les noms et les qualités de la plupart des personnes présentes, et ne savait quelle conversation tenir avec des femmes qui lui disaient des niaiseries dont il avait honte. Il se sentait d'ailleurs à 1000 lieues de ces divinités angoumoisines en s'entendant nommer tantôt Monsieur Chardon, tantôt Monsieur de Rubempré, tandis qu'elle s'appelait Lolotte, Adrien, Astolphe, Lily, Fifine. Sa confusion fut extrême quand, avant pris Lily pour un nom d'homme, il appela Monsieur Lily le brutal Monsieur de Sénonches. Le Nambreau interrompit Lucien par un Monsieur Lulu, qui fit rougir Madame de Bargeton jusqu'aux oreilles. Il faut être bien aveuglé pour admettre ici et nous présenter ce petit bonhomme, dit-il à demi-voix. Madame la marquise, dit Zéphirine à Madame de Pimentel à voix basse mais de manière à se faire entendre, ne trouvez-vous pas une grande ressemblance entre Monsieur Chardon et Monsieur de Kent-Croix? La ressemblance est idéale, répondit en souriant Madame de Pimentel. La gloire a des séductions que l'on peut avouer, dit Madame de Bargeton à la marquise. Il est des femmes qui s'éprennent de la grandeur comme d'autres de la petitesse, ajouta-t-elle en regardant Francis. Zéphirine ne comprit pas, car elle trouvait son consul très grand, mais la marquise se rangea du côté de Naïs en se mettant à rire. Vous êtes bien heureux, monsieur, dit à Lucien Monsieur de Pimentel qui se reprit pour le nommer. Monsieur de Rubempré après l'avoir appelé Chardon, vous ne devez jamais vous ennuyer. Travaillez-vous promptement, lui demanda Lolotte de l'air dont elle eût dit à un menuisier. It's-vous longtemps à faire une boîte? Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 48. Lucien resta tout abasourdi sous ce coup d'assommoir,
mais il releva la tête en entendant Madame de Bargeton répondre en souriant, « Ma chère, la poésie ne pousse pas dans la tête de Monsieur de Rubempré. Comme l'herbe dans nos cours. Madame, dit l'évêque à Lolotte, nous ne saurions avoir trop de respect pour les nobles esprits en qui Dieu met un de ses rayons. Oui, la poésie est chose sainte. Qui dit poésie, dit souffrance. Combien de nuits silencieuses n'ont pas voulu les strophes que vous admirez. Saluez avec amour le poète qui mène presque toujours une vie malheureuse, et à qui Dieu réserve sans doute une place dans le ciel parmi ses prophètes. Ce jeune homme est un poète, ajouta-t-il en posant la main sur la tête de Lucien, ne voyez-vous pas quelque fatalité imprimée sur ce beau front? Heureux d'être si noblement défendu, Lucien salua l'évêque par un regard suave, sans savoir que le digne prélat allait être son bourreau. Madame de Bargeton lança sur le cercle ennemi des regards pleins de triomphe qui s'enfoncèrent, comme autant de dards, dans le cœur de ses rivales, dont la rage redoubla. « Ah! Monseigneur, répondit le poète en espérant frapper ces têtes imbéciles de son sceptre d'or, le vulgaire n'a ni votre esprit, ni votre charité. Nos douleurs sont ignorées, personne ne sait nos travaux. Le mineur a moins de peine à extraire l'or de la mine, que nous n'en avons à arracher nos images aux entrailles de la plus ingrate des langues. Si le but de la poésie est de mettre les idées au point précis où tout le monde peut les voir et les sentir, le poète doit incessamment parcourir l'échelle des intelligences humaines afin de les satisfaire toutes. Il doit cacher sous les plus vives couleurs la logique et le sentiment, deux puissances ennemies. Il lui faut enfermer tout un monde de pensées dans un mot, résumer des philosophies entières par une peinture. Enfin, ces vers sont des graines dont les fleurs doivent éclore dans les cœurs, en y cherchant les sillons creusés par les sentiments personnels. Ne faut-il pas avoir tout senti pour tout rendre et sentir vivement, n'est-ce pas souffrir? Aussi les poésies ne s'enfantent-elles qu'après de pénibles voyages entrepris dans les vastes régions de la pensée et de la société. N'est-ce pas des travaux immortels que ceux auxquels nous devons des créatures dont la vie devient plus authentique que celle des êtres qui ont véritablement vécu, comme la Clarisse de Richardson, la Camille de Chénier, la Délie de Tibulle, l'Angélique de l'Arioste, la Francesca du Dante, l'Alceste de Molière, le Figaro de Beaumarchais, la Rebecca de Walter Scott, le Don Quichotte de Cervantes. Et que nous créerez-vous? Demanda du Châtelet. Annoncer de telles conceptions, répondit Lucien, n'est-ce pas se donner un brevet d'homme de génie? D'ailleurs ces enfantements sublimes veulent une longue expérience du monde, une étude des passions et des intérêts humains que je ne saurais avoir faite, mais je commence, dit-il avec amertume en jetant un regard vengeur sur ce cercle. Le cerveau porte longtemps. Votre accouchement sera laborieux, dit Monsieur du Raoteoui, en l'interrompant. Votre excellente mère pourra vous aider, dit l'évêque. Ce mot si habilement préparé, cette vengeance attendue alluma dans tous les yeux un éclair de joie. Sur toutes les bouches il courut un sourire de satisfaction aristocratique, augmenté par l'imbécilité de Monsieur de Bargeton qui se mit à rire après coup. Monseigneur, vous êtes un peu trop spirituel pour nous en ce moment, ces dames ne vous comprennent pas, dit Madame de Bargeton qui par ce seul mot paralysa les rires et attira sur elle les regards étonnés. Un poète qui prend toutes ses inspirations dans la Bible, a dans l'Église une véritable mère. Monsieur de Rubempré, dites-nous Saint Jean dans Patmos, ou le festin de Balthazar, pour montrer à Monseigneur que Rome est toujours la magna parens de Virgile. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre.
scènes de la vie de province. Quatrièmement, illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 49. Les femmes échangèrent un sourire en entendant Naïs disant les deux mots latins. Au début de la vie, les plus fiers courages ne sont pas exempts d'abattement. Ce coup avait envoyé tout. D'abord Lucien au fond de l'eau, mais il frappa du pied, et revint à la surface, en se jurant de dominer ce monde. Comme le taureau piqué de 1000 flèches, il se releva furieux, et allait obéir à la voix de Louisan, déclamant Saint Jean dans Patmos, mais la plupart des tables de jeu avaient attiré leurs joueurs qui retombaient dans l'ornière de leurs habitudes en y trouvant un plaisir que la poésie ne leur avait pas donné. Puis la vengeance de tant d'amour-propriété n'eût pas été complète sans le dédain négatif que l'on témoigna pour la poésie indigène, en désertant Lucien et Madame de Bargeton. Chacun parut préoccupé. Celui-ci alla causer d'un chemin cantonal coquille du Furne, cantonal avec le préfet, celle-là parla de varier les plaisirs de la soirée en faisant un peu de musique. La haute société d'Angoulême, se sentant mauvais jugeant fait de poésie, était surtout curieuse de connaître l'opinion des Rastignac, des Pimentel sur Lucien, et plusieurs personnes allèrent autour d'eux. La haute influence que ces deux familles exerçaient dans le département était toujours reconnue dans les grandes circonstances, chacun les jalousait et les courtisait, car tout le monde prévoyait avoir besoin de leur protection. « Comment trouvez-vous notre poète et sa poésie ?» dit Jacques à la marquise chez laquelle il chassait. « Mais pour des vers de province, dit-elle en souriant, ils ne sont pas mal, d'ailleurs un si beau poète ne peut rien faire mal. » Chacun trouva l'arrêt adorable, et l'alla répéter en y mettant plus de méchanceté que la marquise n'y en voulait mettre. Du Châtelet fut alors requis d'accompagner Monsieur de Barthaz qui massacra le grand air de Figaro. Une fois la porte ouverte à la musique, il fallut écouter la romance chevaleresque faite sous l'Empire par Chateaubriand, chantée par Châtelet. Puis vinrent les morceaux à quatre mains exécutés par des petites filles, et réclamés par Madame du Brossard qui voulait faire briller le talent de sa chère Camille aux yeux de Monsieur de Séverac. Madame de Bargeton, blessée du mépris que chacun marquait à son poète, rendit dédain pour dédain en s'en allant dans son boudoir pendant le temps que l'on fit de la musique. Elle fut suivie de l'évêque à qui son grand vicaire avait expliqué la profonde ironie de son involontaire épigramme, et qui voulait l'arracher Mademoiselle de Rastignac, que la poésie avait séduite, se coula dans le boudoir à l'insu de sa mère. En s'asseyant sur son canapé à matelas piqué où elle entraîna Lucien, Louise put, sans être entendue ni vue, lui dire à l'oreille, « Cher ange, ils ne t'ont pas compris. Mais tes vers sont doux, j'aime à les répéter. » Lucien, consolé par cette flatterie, oublia pour un moment ses douleurs. « Il n'y a pas de gloire à bon marché, » lui dit Madame de Bargeton en lui prenant la main et la lui serrant. « Souffrez, souffrez, mon ami, vous serez grand, vos douleurs sont le prix de votre immortalité. Je voudrais bien avoir à supporter les travaux d'une lutte. Dieu vous garde d'une vie atone et sans combat, où les ailes de l'aigle ne trouvent pas assez d'espace. J'envie vos souffrances, car vous vivez au moins, vous déploierez vos forces, vous espérez une victoire. Votre lutte sera glorieuse. Quand vous serez arrivé dans la sphère impériale où trônent les grandes intelligences, souvenez-vous des pauvres gens déshérités par le sort, dont l'intelligence s'annihile sous l'oppression d'un azote moral et qui périssent après avoir constamment su ce qu'était la vie sans pouvoir vivre, qui ont eu des yeux perçants et n'ont rien vu, de qui l'odorat était délicat et qui n'ont senti que des fleurs empestées. Chantez alors la plante qui se dessèche au fond d'une forêt, étouffée par des lianes, par des végétations gourmandes, touffue,
sans avoir été aimé par le soleil, et qui. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Études demeure. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 50. Meurent sans avoir fleuri. Ne serait-ce pas un poème d'horrible mélancolie, un sujet tout fantastique? Quelle composition sublime que la peinture d'une jeune fille née sous les cieux de l'Asie, ou de quelque fille du désert transportée dans quelque froid pays d'Occident, appelant son soleil bien-aimé, mourant de douleur. Incomprise, également accablée de froid et d'amour. Ce serait le type de beaucoup d'existences. Vous peindriez ainsi l'âme qui se souvient du ciel, dit l'évêque, un poème qui doit avoir été fait jadis. Je me suis plu à en voir un fragment dans le Cantique des Cantiques. Entreprenez cela, dit Lord de Rastignac en exprimant une naïve croyance au génie de Lucien. Il manque à la France un grand poème sacré, dit l'évêque. Croyez-moi, la gloire et la fortune appartiendront à l'homme de talent qui travaillera pour la religion. Il l'entreprendra, monseigneur, dit Madame de Bargeton avec emphase. Ne voyez-vous pas l'idée du poème point d'emphase habituel de Balzac poignant déjà comme une flamme de l'aurore, dans ses yeux. Naïs nous traite bien mal, disait Fifine. Que fait-elle donc? Ne l'entendez-vous pas, répondit Stanislas. Elle est à cheval sur ces grands mots qui n'ont ni queue, ni tête. Amélie, Fifine, Adrien et Francis apparurent à la porte du boudoir, en accompagnant Madame de Rastignac qui venait chercher sa fille pour partir. Naïs, dirent les deux femmes enchantées de troubler l'appart du boudoir, vous seriez bien aimable de nous jouer quelques morceaux. Ma chère enfant, répondit Madame de Bargeton, Monsieur de Rubempré va nous dire son Saint-Jean. Dans Patmos, un magnifique poème biblique. Biblique? Répéta Fifine étonnée. Amélie et Fifine rentrèrent dans le salon en y apportant ce mot comme une pâture à moquerie. Lucien s'excusa de dire le poème en objectant son défaut de mémoire. Quand il reparut, il n'excita plus le moindre intérêt. Chacun causait ou jouait. Le poète avait été dépouillé de tous ses rayons, les propriétaires ne voyaient en lui rien de bien utile, les gens à prétention le craignaient comme un pouvoir hostile à leur ignorance, les femmes jalouses de Madame de Bargeton, la Béatrix de ce nouveau Dante, selon le vicaire général, lui jetaient des regards froidement dédaigneux. Voilà donc le monde, se dit Lucien en descendant à l'houmeau par les rampes de Beaulieu, car il est des instants dans la vie où l'on aime apprendre le plus long, afin d'entretenir par la marche le mouvement d'idées où l'on se trouve, et au courant desquelles on veut se livrer. Loin de le décourager, la rage de l'ambitieux repoussé donnait à Lucien de nouvelles forces. Comme tous les gens emmenés par leur instinct dans une sphère élevée où ils arrivent avant de pouvoir s'y soutenir, ils se promettaient de tout sacrifier pour demeurer dans la haute société. Chemin faisant, il ôtait un à un les traits envenimés qu'il avait reçus, il se parlait tout haut à lui-même, il gourmandait les niais auxquels il avait eu affaire, il trouvait des réponses fines aux sottes demandes qu'on lui avait faites, et se désespérait d'avoir ainsi de l'esprit après coup. En arrivant sur la route de Bordeaux qui serpente au bas de la montagne et côtoie les rives de la Charente, il crut voir, au clair de lune, Yves et David assis sur une solive au bord de la rivière, près d'une fabrique, et descendit vers eux par un sentier,